Salut tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Nous autres, ça a plu aujourd'hui. Il mouille, il pleut pas. Puis on a remis notre voyage de pêche parce que à cause de ce mauvais temps-là, fait qu'on est allé faire du vélo. Puis c'était bien correct. Hey, tu sais, je le dis tout le temps, là, tu peux sortir le gars du bois, mais tu peux pas sortir le gars dans le bois. Puis en faisant du vélo un matin, je regardais le vent, comment est-ce qu'il poussait, puis il poussait sur le bord de l'eau où est-ce qu'on était. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit à ma blonde, viens, on va rentrer avec le vélo, on va juste aller se parker là, on va prendre un break, tu sais, prendre une gorgée de jus, puis regarder le temps un peu. Puis là, ben comme de fait, je me doutais bien que vu que le vent poussait sur le bord, qu'il y aurait peut-être de quoi qui se passerait. On a eu un méchant show des dauphins qui étaient à la chasse ce matin. On les a vus chasser, on les voyait en avant de nous autres. Il y en avait 5. Il y avait une mère avec 2 petits, puis 2 autres dauphins assez gros. Fait que je présume que c'était peut-être des mâles là, qui étaient avec eux autres. Mais quel spectacle! Ça a été vraiment, vraiment sharp. Puis ils venaient proches. Là. C'était cool de les voir faire, là, de courir après les poissons. Puis quand il fait ça un poisson, puis que le poisson tournait sur le dos, puis qu'il n'y avait pas le temps de le prendre, t'avais un pélican qui rentrait, puis qui venait ramasser. C'était vraiment nice. Vraiment beau spectacle. Gratuit de Mère Nature qui nous a donné ce matin. Fait que c'était vraiment, vraiment nice. On va vous parler plus d'actualité aujourd'hui parce que j'ai tombé sur un paquet d'actualités puis je pense que ça va vous intéresser. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça sharp de pogner ces informations-là puis je pense que je trouvais ça le fun de le partager avec vous autres. Puis ça va fitter avec la question du jour que peut-être que là, on va pouvoir jaser en masse ensemble après. Une nouvelle qui m'a frappé, puis là on ne sait pas c'est quoi. À Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, il y a des milliers de bars rayés qui sont morts. Ils ont remonté à la surface, puis là se sont échoués sur le bord de la baie Dingwall en Nouvelle-Écosse. Il y a beaucoup de personnes qui ont filmé ça, qui ont mis ça sur le web. Puis là, ben, les autorités sont sans panique, ils savent pas qu'est-ce que c'est. Alors, il y a plusieurs hypothèses. On pense que peut-être que le changement de température rapide de l'eau, un front froid dans l'eau qui aurait passé. Ça me surprendrait parce que c'est un poisson qui est assez résistant puis assez dur, là, tu sais, là, vu que c'est un basse, là, tu sais, c'est pas un poisson qui est fragile. Puis, d'autres suppositions diraient que à cause des montaisons maintenant de bord dans la rivière Miramichi, qu'il y aurait eu des gens qui les auraient empoisonnés pour qu'ils débarrassent la rivière Miramichi et qu'ils donnent la place au saumon. Ça fait pas juste des heureux, hein, cette introduction de bord rayé-là, un peu partout à travers le Canada qui s'est faite. Sur la côte ouest américaine, le bord est très apprécié par les pêcheurs sportifs, mais le bord qui a été introduit au Québec, puis que là a débordé, puis il y a de l'air d'avoir plusieurs familles de bords à cause de celui qu'on a introduit, qui se sont mixés à eux autres. Les pêcheurs de homards sont très, très, très fâchés de cette introduction de ce poisson-là parce que c'est un mangeur de homards. Alors, les autorités sont en alerte, les biologistes vont faire une étude, puis j'ai bien hâte de voir, mais ce qu'il y a de le fun maintenant, c'est qu'avec les réseaux sociaux, la population est tout de suite en alerte. Tout de suite, on filmait ça, ils envoyaient ça à Pêche et Océan Canada, puis là, ben les enquêtes sont là, fait que, puis de toute façon, je suis en contact avec les gens là-bas qui vont me dire un compte rendu de ça, fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui est arrivé, mais c'est hallucinant de voir le nombre de bords rayés qui est après s'échouer le long de la côte, là, puis tu sais, ça gèle, là, fait que c'est pas... ça au printemps, ça va être de la... ça sera pas vraiment évident, là, mais que ça dégèle. En tout cas, ben hâte, je vais essayer de vous tenir au courant là, de qu'est-ce qui arrive avec ces bords rayés-là, puis qu'est-ce qui s'est passé exactement. Je vais vous parler ça va suivre là, tout au long de ce que je vais vous dire parce que j'ai des nouvelles sur le caribou de l'Ouest parce que nous autres, on a le troupeau de la rivière aux Feuilles, le troupeau de la rivière Georges qui est en haut. Puis il y a un autre troupeau de caribou qui est dans l'Ouest complètement. Enfin, je vais vous parler de ça. Mais je vais revenir avec une nouvelle qui j'ai trouvé ça intéressant. Puis ça va probablement vous donner des munitions quand on se fait ramasser, nous autres, les chasseurs. Parce que souvent, on se fait ramasser par les Antilles. On est des meurtriers. C'est en tout cas, toute petite marde là, qu'ils nous disent. Là. Mais tout ça pour vous dire que il y a eu une bonne action qui a été faite grâce aux chasseurs. Ça a été comme, je vais vous dire, comme pas voulu, mais après ça, il y a eu des personnes assez intelligentes pour être capables de ramasser cette affaire-là puis d'amener ça sur le côté vraiment positif sur la conservation. On se retrouve au Pakistan, où est-ce qu'il y a le mouflon marqueur, OK? C'est un mouflon bien spécifique qu'ils ont au Pakistan. Et ce mouflon-là est en voie d'extinction. Il y en avait seulement que 200. Et
naturellement, vu qu'il n'en restait pas beaucoup, ben les gens n'étaient pas très alertes à ça. Ils se disaient, mais qu'il y en a, mais qu'il n'y en a plus, mais qu'il n'y en a plus. Puis tu sais, c'est des pays où est-ce qu'ils sont beaucoup moins alertes envers la faune puis la flore de ces pays-là. Puis naturellement, ben, il était braconné pour ses cornes. Il était aussi consommé pour sa viande par les chasseurs locaux. En tout cas, tout ça pour vous dire que ils ont descendu ça à pas loin de 200 mouflons. Et la rareté a fait que les chasseurs du monde, là, on parle d'une autre classe de chasseurs, OK? Là, on s'entend, là, on parle d'une autre classe vraiment parce que tu as des gars qui chassent sa boule pour garnir leur trophée room, OK? Les gars, c'est d'essayer d'aller chercher le maximum d'espèces qu'ils peuvent récolter chassables puis de les mettre sur leur mur. Plus l'espèce est rare, plus les gars vont payer cher pour le chasser, pour le mettre sur leur mur. Et le mouflon, le marqueur, ben, fait partie de ceux-là. Puis, à un moment donné, les chasseurs, vu que le troupeau baissait puis que ces populations-là font aucune règle si ça crée complètement de l'animal, ben pour aller chasser le marqueur, les enchères ont monté. Une chasse, 250 000 $ US. Asti, OK? Mais les gars qui voulaient aller chercher un marqueur, qui voulaient mettre sur leur mur, c'est un beau... Ça ressemble un peu à un ibex, là. Je sais pas si vous connaissez, là. Si vous allez dans les zoos, vous allez voir, c'est une sorte de chèvre avec une corne qui monte bien haute en arrière et qui vient quasiment leur toucher leurs fesses. Donc, à 250 000 US, les chasseurs qui ont décidé de commencer à chasser cette région-là du Pakistan, ben, a fait rapidement que les enchères n'arrêtaient pas de monter, mais ces gars-là amenaient de l'argent dans les régions. Donc, tout de suite, les gens locaux se sont dit, oh, attends un peu, là, s'ils sont prêts à payer $250 000 US pour tuer cet animal-là, il y a de quoi à faire avec ça. Fait que de fil en aiguille, il y a eu des réglementations qui se sont faites, une chasse très sélective, parce qu'à 200 spécimens, les trophées que tu allais chercher, ben, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, ils ont commencé à mettre en place des lois pour faire des chasses très sélectives. Mettre des guides. Ils ont engagé 80 agents de la faune pour les protéger, ces 200 animaux-là. Pour arriver au bout du programme, c'est toujours une chasse qui est très, très, très prisée par l'élite de la chasse, mais ils sont partis de 200 animaux et ils sont rendus à plus de 3000. Donc, le côté positif à ça, c'est que aussitôt que les chasseurs ont voulu, je comprends que c'est une classe élite, là. Si tu vas pas là pour ramener la viande, c'est bien entendu, là, mais cette élite-là a fait que pour payer pour cet animal-là, ils ont développé une industrie. Cette industrie-là se sont réveillés pour dire, OK, il faut aller faire une gestion saine. Puis cette chaîne de gestion-là, ben, va faire que on va pouvoir aller chercher encore plus de chasseurs, puis aller chercher encore plus d'argent pour les villages, pour les gens, pour la communauté qui est dans ce coin-là. Fait que, quand tu regardes, puis ces histoires-là se répètent à travers les siècles, à travers les années, que quand les chasseurs mettent leur nez, on est les premiers à mettre les pieds dans le bois. On est les premiers à s'apercevoir d'un changement climatique. On est les premiers à voir que si ça va bien ou si ça va mal, on le voit là, au Québec, là, avec qu'est-ce qui se passe avec le cerf de Virginie. On met de la pression sur les autorités pour leur dire, si ça pue d'allure, où est-ce que ça s'en va? Ben, quand ça arrive, ben, ça va souvent sur le côté positif. Le Boone & Crockett en est un excellent exemple que, à cause de la gestion, à cause de la façon que c'est fait, ben, ça l'a amené à une meilleure gestion de plusieurs populations de chevreuils. Les populations de cerfs vidés, d'orignaux, de tout ce que vous voudrez, d'antilopes, sa planète n'ont jamais si bien été depuis que les programmes de chasse sont mis en place, puis depuis qu'il y a une gestion qui se fait à travers toutes les provinces, à travers tous les États, à travers toute la façon que c'est. Ça n'arrête pas d'augmenter. Puis quand ça descend, bon, on est là pour réagir puis placer ça. Donc, c'est le côté positif de la chasse. C'est qu'on est là pour placer, gérer et amener ça pour que ce soit parfait, pour que la gestion soit de plus en plus efficace et surtout que le gibier se porte mieux sur n'importe quel territoire. Puis, je vais toucher une corde, là, OK? La gestion qui se fait présentement, c'est juste une parenthèse, parce que je n'avais pas prévu de parler de ça, mais ça me met en... Je ne veux pas dire que ça me fâche, mais ça me désole de voir que là, présentement, on est dedans, là, OK? On est dans le bout où est-ce que le chevreuil tombe en semi-hibernation, où est-ce que, à cause de la nourriture baisse, il va réduire son métabolisme pour pouvoir aller se rendre à passer l'hiver. Le débalancement du cheptel fait une chose à ce temps-ci qui est
primordial. J'ai mis une photo là-dessus dans le coach de chasse, là, de montrer un fœtus qui est accouplé au mois de novembre et un fœtus qui est accouplé au mois de décembre. La différence, elle est hallucinante. Mais ce que ça fait, c'est que bien au-delà du fœtus qui est dans le ventre de la mère qui va venir au monde, c'est que là, les petits, ils deviennent de la chair à coyote à cause du débalancement. On envoie les bambis à cause d'une mauvaise gestion, puis je prends ce mot-là parce qu'ils ne gênent pas de prendre ce mot-là pour venir dire, nous autres, on récolte des bambis, OK? Mais là, les petits bébés chevreuils, présentement, qui ont subi le débalancement de l'année passée, c'est évident qu'ils vont avoir de la misère à passer l'hiver. Ils deviennent clair et net de la chair à coyote, ou bien simplement ils vont mourir de froid, ou ils vont mourir de malnutrition parce qu'ils n'ont pas eu tout ce qu'ils avaient besoin dans l'été pour se rendre à puis devenir assez gros pour pouvoir passer l'hiver. Fait que la gestion que les chasseurs apportent, elle est rendue primordiale dans toutes les sphères, dans toutes les espèces qui existent sur la planète. Puis gardez bien ça, une autre affaire que je suis tombé dessus, OK? Je vous parlais du caribou tantôt. On le sait qu'au Québec, le caribou a pris une hostie de débarque. Puis là, toutes les hypothèses sont là, puis toutes les affaires sont là, puis il y a de la misère à remonter. Mais là, présentement, la même histoire est après se produire dans l'Ouest, parce que dans l'Ouest canadien, on ne peut pas dire dans l'Ouest canadien, dans l'Ouest de l'Amérique, eux autres aussi ils ont des troupeaux de caribous. Regardez bien ça. En 2003, leur troupeau de caribous se situait à 490 000 caribous. OK? En 2019, il était rendu à 244 000. Et en 2021, à 188 000 caribous. Ça ressemble à notre histoire en tabarnane, ça. Puis là, eux autres, comparativement à nous autres, OK? Eux autres, c'est toutes les instances qui sont en alerte. OK? Ils sont après virer fou. L'Alaska est après virer le monde en envers. Là, quand ça se met à aller mal, tout le monde se fait tirer dessus. OK? Fait que la première hypothèse qui tombe à ça, c'est les chasseurs résidents qui disent que les chasseurs non résidents, à cause des avions, passent au-dessus des troupeaux trop bas pour saisir qu'est-ce qui arrive. Puis là-bas, c'est pas comme nous autres, là, ils ont des avions bien spécifiques qui peuvent atterrir à peu près n'importe où. Fait qu'une fois qu'ils ont passé au-dessus des troupeaux, qu'ils ont trouvé ce qu'ils voulaient, ils vont partir, puis ils vont aller atterrir pas trop loin, puis là, ils vont aller chasser. Fait que les résidents sont en cibole après les non-résidents parce qu'ils pensent que à cause des avions, ça disperse les troupeaux, ça stresse le troupeau, puis ça peut être une des raisons parce que dans les 10 dernières années, la pression de chasse s'est accrue. Malgré tout, la pression de chasse n'est pas plus que 3% sur le troupeau. Il ne se récolte pas assez de caribous pour dire que c'est les chasseurs qui font un dommage. Mais peut-être que avec les avions, la pression qui se met avec tous les avions qui le passent au-dessus de la tête, ça peut être une des raisons. Une autre affaire qui met en ligne de compte, le climat. Le climat est changeant, eux autres aussi, comme nous autres, et la nourriture du caribou est après changée. Elle pousse moins vite, c'est moins évident. Donc, ça, c'est la deuxième affaire. La troisième affaire, c'est que la migration change simplement à cause des exploitations minières qu'il y a là-bas. Les chemins qu'ils font, parce qu'un caribou, quand il arrive pour traverser un chemin, il n'aime pas ça. Il va longer le chemin, il ne voudra pas passer par-dessus. Puis ils veulent pas. Puis c'est pour ça, les fameux Inukchuk que les Autochtones font, pas les Autochtones, mais les Inuits font, c'est qu'à faire des Inukchuk dans le Grand Nord, quand le caribou se fait dessus, hop, aime pas ça, il se tasse. Puis il était capable comme ça de prendre les caribous, les diriger un peu plus où est-ce qu'il voulait, puis d'être capable de faire des chasses qu'ils font traditionnellement pour les villages. Donc, les minières, les chasseurs et le climat changeant fait que ça l'a fait, c'est ce qu'ils pensent, une dégradation du troupeau de caribou pour être rendu à 188 000. C'est plus que la moitié qu'ils ont perdu en dedans d'une vingtaine d'années. Alors là, ils sont en alerte eux autres aussi, comme nous autres. Puis là, cette année, il y a des mesures drastiques qui vont se prendre en Alaska et dans les environs pour rétablir le troupeau. Puis c'est là que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire comparativement à nous autres. Nous autres, ils ont fermé la chasse, ils ont dit que c'était la chasse, c'est le trouble. Mais ça augmente pas. Fait que ça veut dire qu'il y a d'autres choses. Puis ça serait peut-être le fun, parce que là, on n'a pas d'études, là. On sait rien. Là. Les lologistes en haut, là, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Là. Fait que ça serait le fun d'avoir des communiqués. Puis c'est peut-être là qu'en 2022,
la FDCP pourrait nous donner ces informations-là parce qu'ils sont plugués directement. Mais là, je vois rien arriver, je vois rien passer. Puis si vous voyez de quoi, là, j'ai plus d'informations de ce temps-là de ceux qui écoutent On Jase, aussi, de n'importe qui d'autre au ministère, là, tu sais, fait que... Puis, pardon, je t'ai étouffé, mais par aussi les associations qui devraient nous donner de l'information. En tout cas, fait que, j'espère... Donnez-moi une minute, là, m'aller boire, je t'ai étouffé net. Juste une seconde. C'est du live, hein? Fait qu'on des fois, la nature fait ce qu'elle a à faire. Donc, tout ça pour vous dire que ça serait le fun d'avoir de l'information sur nos caribous à nous autres, parce que là, il arrive la même affaire dans l'Ouest. Y a-tu une coïncidence? Y a-tu une corrélation? Y a-tu de quoi d'intéressant avec ça? Ben, peut-être que un et l'autre, l'Est et l'Ouest pourraient s'aider pour être capable de recommencer à chasser ce gibier-là. Puis je suis pas sûr que c'est les chasseurs qui est le problème. Il y a peut-être eu d'autres choses. En tout cas, on pourra en jaser à un moment donné, mais il y a peut-être eu d'autres choses. La question du jour. J'ai eu la chance, j'ai tombé sur un article qui m'a vraiment touché sur la vision de la chasse. Et avec l'avènement des shows de chasse qu'il y a à travers l'Amérique, ben ça l'a amené à développer plein de façons de voir la chasse. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est pas la bonne? C'est pas là qu'il est le débat. Mais est-ce que des chasses extrêmes, tu sais, on va dire des chasses redneck, là, OK? Est-ce que ça a sa place dans une industrie qui est en pleine évolution? Est-ce que le message est plus, je vais dire ça, plus politically correct? Essayez de passer un message plus politically correct. Un peu ce que moi je prône beaucoup, la chasse familiale, le respect de la nature, le respect des gens qui sont dans la nature, tout le côté bien fait de la chasse. Tu sais, il n'y a pas juste un fameux... C'est sûr qu'on aime récolter, là, mais tu sais, il y a tout ce que ça amène. Tu sais, c'est un mode de vie, la chasse. C'est une façon de vivre en harmonie avec la nature. C'est une façon, je vais vous dire, bien plus que la chasse, c'est une façon de gestion maintenant. Puis j'espère que c'est vers ça que ça va s'en aller. Puis tu as des ambassadeurs qui ont fait ça, qui font ça, que autant au Québec qu'à travers les États-Unis et l'Amérique vont travailler. Mais tu sais, il n'y a pas juste le killing shot, la façon d'être over redneck qui donne peut-être une aussi bonne presse que de prôner tout ce que le côté politically correct de ce que la nature apporte. Et la question du jour, c'est vers ça que je veux vous amener, c'est quoi la chasse pour vous autres? Ça vous amène quoi de chasser? C'est-tu juste, on va dire ça de même, le côté redneck de prendre un coup avec un gros pick-up puis de faire des burns dans le parking du camp? Ou c'est tout le côté familial, c'est tout le côté éducatif, c'est tout le côté fun d'être dans le bois, d'aimer ce que la nature nous apporte? C'est quoi pour vous autres la chasse? Qu'est-ce que ça apporte? C'est quoi votre vision de la chasse pour les prochaines années? C'est ça la question du jour. Fait que partagez, likez et commentez. Et surtout aussi, invitez du monde à venir dans On Jase. Venez voir ça, puis je vous le dirai jamais assez, mais abonnez-vous aussi à Coach de chasse parce que c'est là que je vous mets souvent ces articles-là, les découvertes que je fais, la photo du fœtus que je vous parlais, ben c'est tout là-dedans que ça va. Donc, partagez, likez, invitez et surtout commentez. Puis on se voit demain. Ciao tout le monde.